André est suisse-allemand. Il est le créateur et le directeur de l'association suisse Free the Bees, qui veut dire en français « Libérer les abeilles ». Son association fait le suivi de 189 essaims d'abeilles mellifères qui vivent à l'état sauvage. André est ingénieur et a utilisé le Lean Management pour analyser les abeilles et l'apiculture. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Api, le podcast de mespremiersruches.com, le blog qui vous aide à apprendre l'apiculture de A à Z. Dans cet épisode, j'interviewe André Vermelinger, président de l'association suisse Free the Bees, association qui prône un retour à l'état sauvage des essaims d'abeilles mellifères. André nous explique comment il s'est mis à devenir critique envers l'apiculture intensive, pourquoi il s'oppose à certaines pratiques et comment il réintroduit des abeilles dans la nature. Avant de commencer l'épisode, je tiens à mettre quelques avertissements. Déjà, je vous prie de m'excuser pour la qualité du son. En fait, André, lors de l'enregistrement, était dans un lieu avec beaucoup de monde autour de lui, donc j'ai essayé d'optimiser au mieux le son de son côté. Donc je vous recommande, pour que vous ayez une meilleure expérience d'écoute, de vous mettre dans un endroit calme pour écouter ce podcast. Également, par rapport à André n'est pas contre l'apiculture. Il est contre une certaine pratique de l'apiculture, qui est très orientée production. Parce qu'en fait, il a lui-même des ruches, il pratique lui-même l'apiculture avec des ruches. Mais il apporte un regard critique envers les pratiques que certains apiculteurs peuvent avoir. Bonne écoute. Parfait. Eh bien, bonjour André. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui, volontiers. Je m'appelle André Vermelinger. Au niveau professionnel, je suis ingénieur électronique à la base. Je fais aujourd'hui du Lean Management, donc j'améliore les processus, j'améliore les entreprises. Et en 2012, on a fondé Free the Bees. J'étais le fondateur de Free the Bees. Après que moi, j'ai vu un peu en 2007-2008 que dans les abeilles, il y a des grands problèmes et que c'est un thème qu'on gère mal dans notre société. Et du coup, j'ai trouvé un peu les liens avec ma vie professionnelle où j'améliore justement les processus, les chaînes de valeur. Donc, j'ai commencé à regarder plus proche qu'est-ce que c'est ces abeilles, quelle est leur fonction, quelles tâches ont les apiculteurs, comment ils travaillent avec les abeilles. Et ça m'a amené à quelque chose d'assez grand, assez bouleversant aussi. Ça m'a touché personnellement aussi. Comment ces abeilles, on les traite, si on veut. Ça a commencé en 2012. Et est-ce qu'auparavant, tu avais déjà été en contact avec des apiculteurs ou avec le monde apicole ou pas du tout ? Moi, j'ai depuis toujours eu un ami apiculteur et j'ai souvent aidé à récolter du miel. Donc, j'avais une petite idée ce que c'était une ruche, un rucher, un extracteur, un apiculteur. Et c'était très, très naïvement avec cette image que j'ai voulu commencer l'apiculture. Je me suis dit, ouais, c'est super. J'ai une ancienne ferme, j'ai un jardin, j'ai des arbres fruitiers. Alors je me suis dit, les abeilles, ça va parfaitement bien sur mon terrain. Et dans l'idée, j'avais comme idée de m'acheter un rucher suisse, une ruche suisse, et faire l'apiculture comme je le connaissais par mon ami. D'acheter un extracteur, de faire du miel. Ça, c'était mon premier approche. Mais avant de commencer, j'ai quand même, je voulais savoir plus sur les abeilles. J'ai commencé à faire la lecture et après seulement quelques heures de lecture, j'ai commencé à critiquer mon ami. Alors je savais encore pratiquement rien sur les abeilles, mais j'ai déjà commencé à demander des questions qui dérangeaient. Et voilà, j'ai cherché des alternatives. Ouais, toi tu t'es dit, tout ne démarre pas d'une ruche en fait. C'est la question que tu t'es posée en disant, mais en fait, à l'origine, les abeilles viennent pas des ruches, elles viennent avant tout d'un environnement naturel, alors pourquoi est-ce qu'on les met dans des ruches ? C'était le début de ta réflexion ? Oui, tout à fait, parce que j'ai vite remarqué que les apiculteurs travaillent d'une manière, comme j'appelle, intensif. Donc, c'est comme une sorte de vache à lait. On essaie de produire un maximum de miel.
Et en même temps, les apiculteurs se plaignent de la mortalité des abeilles. Ils se voient un peu aussi comme des victimes de l'agriculture, des pesticides. Quelque part, ça me dérangeait parce qu'on ne peut pas travailler d'une manière intensive avec un animal et en même temps se plaindre qu'il y a la mortalité des abeilles. Alors, tout de suite, je voulais savoir mieux comment les abeilles vivent dans la nature. Donc, je voyais deux trucs différents, la vie d'une abeille dans la nature et la vie d'une abeille dans l'apiculture. Et je voulais directement comprendre. Alors, je me suis occupé tout au début de la vie naturelle d'une colonie d'abeilles pour comprendre où elles sont les différences avec l'apiculture. C'est le thème qui m'a intéressé, enfin qui m'a interpellé sur le site, c'est de Free the Bees, c'est l'apiculture forestière. Oui, C'est en fait, c'est l'état naturel en fait. C'est l'abeille se trouve avant tout son environnement, son habitat naturel est le tronc, et c'est pour ça que tu en as déduit le terme d'apiculture forestière, c'est ça? cette apiculture forestière, je crois qu'on peut pas l'appeler entièrement naturelle, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de donner l'habitat le plus naturel possible à ces abeilles. On appelle ça en allemand Zeidler, le Zeidler ou la Zeidlerei. Ça, c'était l'apiculture historique, si on veut, du Moyen Âge. Elle a été pratiquée largement en Europe au Moyen Âge. Et cette apiculture forestière, bien sûr, dans le Moyen Âge, ça avait comme but de produire pas seulement du miel, mais aussi de la cire et des autres produits qui venaient de la ruche. Ces apiculteurs et apicultrices historiques, à l'époque, ils regardaient bien comment les abeilles vivaient dans la nature. Et ils ont vite compris que pour avoir plus de miel et plus de cire, il fallait plus de colonies d'abeilles. Donc, ils commençaient à copier l'habitat naturel de ces colonies d'abeilles. Et moi, j'ai été confronté à cette apiculture historique 2013-2014 par notre conseil scientifique Hartmut Jungius. Hartmut, il est venu chez moi et me demandait pourquoi on voulait pas introduire cette apiculture historique et forestier en Suisse. Et ça m'intéressait beaucoup parce que à l'époque, j'avais pas encore le droit de garder les colonies d'abeilles au niveau sauvage dans les forêts parce que c'était en conflit avec la loi sur les épizooties. Alors du coup, j'avais un joli truc avec l'ancienne apiculture forestière et je me suis dit, ben voilà, on fait toujours l'apiculture, mais dans l'habitat naturel, et personne a le droit d'aller contre. Alors, c'est un truc stratégique assez intéressant pour moi. Maintenant, on est déjà beaucoup plus loin, on n'a plus forcément besoin de faire l'apiculture historique, mais c'était très joli. Et c'est jusqu'à maintenant, c'est une sorte d'art, comment on dit en français, de artisanat. Un artisanat, oui. Oui. C'est un artisanat historique très joli. Ça donne des jolis cours, c'est un joli travail. Donc jusqu'à maintenant, on le pratique aussi de cette manière historique comme on l'a appris. Est-ce que le but de la Free the Bees, c'est de la sensibilisation, de la formation, et est-ce qu'il y a d'autres axes importants de Si on veut, ça c'est l'association? un peu la manière comment on travaille, sensibiliser les apicultrices, apiculteurs, mais aussi toute la société, surtout aussi les consommateurs. Ils doivent savoir mieux qu'est-ce que c'est du miel et comment le miel il est produit. On fait beaucoup de transparence, on forme les apiculteurs aussi. Mais si on veut, les choses principales à laquelle on travaille, là on parle de 3 piliers. Alors le premier pilier, c'est qu'on veut que les abeilles peuvent à nouveau vivre dans la nature d'une manière sauvage, parce que c'est absolument nécessaire que les abeilles sont souliées à la sélection naturelle, ce qui permet l'évolution naturelle.
Et cette évolution naturelle, elle a été complètement coupée, on peut dire plus que 30 millions d'années, coupée ces dernières quelques dizaines d'années, ce qui est un petit désastre écologique. Tout le monde parle de changement climatique et n'importe si ce changement est fait par les hommes ou pas, le climat il a toujours changé depuis les nuits des temps et les espèces doivent s'adapter à leur nature. Et sous des conditions d'apiculture, c'est impossible que les abeilles s'adaptent au changement climatique et à leur nature actuelle. C'est pour ça qu'on est absolument persuadé que les abeilles doivent retourner à la nature. Et ces abeilles, elles existent encore en Suisse dans la nature. Pour l'instant, on a fait un monitoring sur 189 colonies d'abeilles qui vivent dans la nature. Donc, il n'y a personne qui peut dire qu'elles ne vivent plus et qu'elles ne survivent plus parce que tout a été déjà prouvé qu'elles sont encore dans la nature. Alors, ça, c'était le premier pilier. Deuxième pilier, c'est l'apiculture. L'apiculture, comme j'ai déjà dit avant, qui est relativement intensif, qui est axé sur la production de miel. Mais ce qu'on devrait faire au niveau économique et écologique, c'est de sécuriser la pollinisation. Alors c'est la pollinisation qui est beaucoup plus importante au niveau économique et écologique. Et justement, la pollinisation, on peut la procurer d'une manière beaucoup plus durable, beaucoup plus proche de la nature que le miel. Pour faire du miel, il faut travailler très intensivement avec les abeilles, alors on ferait beaucoup mieux de procurer la pollinisation. Ce serait beaucoup plus logique. Là, c'est un peu le lean manager qui parle, comme je vous ai dit avant. J'essaie d'améliorer les chaînes de valeur et la chaîne de valeur, le produit que l'apiculture devrait produire, c'est la pollinisation et pas forcément le miel. Le miel, c'est juste au deuxième place. Et alors, on a encore le troisième pilier, et ça, c'est partout où les abeilles ne peuvent plus vivre dans la nature. Là, c'est absolument nécessaire qu'on change l'environnement. Changer l'environnement pour les abeilles et pour plein d'autres insectes, plein d'autres espèces, même des plantes. Ça veut dire qu'il faut augmenter la biodiversité florale et il faut diminuer les empoisonnements. Je parle des poisons et j'aime pas trop de parler uniquement des pesticides parce que tout le monde parle de pesticides, mais il y a aussi plein d'autres poisons, plein d'autres problèmes dans l'air, dans l'eau où personne ne fait vraiment des recherches actuellement. Et encore, ce qui est important pour les valeurs de l'environnement, c'est les qualités d'arbres. Parce que l'abeille a perdu son habitat naturel, parce qu'il n'y a plus assez des vieilles arbres, plus assez des arbres qui sont assez larges, assez vieux. Donc, il manque de qualité d'arbres. Donc, même si tout le reste était encore bien pour les abeilles, il aura un problème à vivre dans la nature parce qu'il manque son habitat. Oui, j'ai vu les travaux qui étaient faits, enfin les photos qui étaient faites d'installation de ruches artificielles dans des troncs d'arbres, donc l'arbre est creusé. C'est comme ils font en Russie en fait. En Russie, j'ai vu c'est sur Arte, ils diffusent un reportage qui s'appelle Les Maîtres des abeilles. Eh bien, les Russes font exactement la même chose. Ils creusent à l'intérieur de l'arbre, ça ne tue pas l'arbre, et à l'intérieur, les abeilles s'installent, et lui vient rendre visite, mais c'est recouvert d'écorce et de branchages. Alors ça, c'est justement cette apiculture forestière historique, parce que les Russes, c'est assez intéressant, les Russes, ils ont jamais arrêté de faire cette apiculture historique depuis le Moyen-Âge. Donc, ça a été transmis de père au fils, de génération en génération, et ils le pratiquent jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a un énorme savoir, une énorme expérience sur cette technique qui a été grâce à un projet du WWF
ils ont pu prendre le savoir en Pologne. Hmm. Et les Polonais ont une dizaine d'années d'expérience plus que nous. Et nous, en 2014, on cherchait cette technique des Polonais parce que c'était beaucoup plus simple de parler avec les Polonais. La distance était moins grande. Mais voilà, c'est un peu comment cette apiculture historique est revenue en Suisse. Et depuis la Suisse, après, on a exporté, on a fait des cours en Allemagne, à Luxembourg, Belgique plutôt. Il y a pas mal d'activités en Angleterre, il y a un peu quelque chose au niveau de la France, il y a jusqu'à Norvège, il y a des activités, donc c'est devenu assez large. D'accord. Et juste encore peut-être, ces nichoirs, là on parle des cavités d'arbres qu'on creuse dans des arbres vivants. Mais je crois beaucoup plus connu, c'est les rucherons, parce que souvent il manque des vieilles arbres qui sont assez larges. Alors là, on prend plutôt un tronc mort, et on creuse la cavité dans un tronc mort. Et après cette rucheron, on la monte dans un arbre, comme ça c'est de nouveau une cavité en hauteur. Ou bien ce qu'on a appris ces derniers temps, c'est de simuler, si on veut, une cavité d'arbre et fabriquer des cavités d'arbre dans l'atelier. Alors ça, c'est les fameux Swiss Tree qui sont achetables chez nous, créés par un menuisier. Et là, on essaye, on croit d'avoir compris comment faire ces nichoirs le plus proche possible d'une cavité d'arbre dans la nature. Exact, je les avais vus sur les sites, oui. Mais c'est vraiment intéressant, de par ton métier, avec le lean management, d'avoir cette approche processus en disant, bon, bah, quels sont enfin, de décomposer en termes de processus, qu'est-ce qu'il y a les entrants, les sortants. C'est fascinant comme manière de voir les choses. D'arriver à décomposer et à voir les choses de manière un peu indépendante et également au sein du système, où sont les contraintes, en fait. Quand on parle des problèmes de l'apiculture, bah, on essaie de remonter la chaîne des contraintes et après de dire, bon, bah, peut-être que la contrainte aussi, ça peut être l'habitat. Je crois qu'on peut regarder dans n'importe quel thème avec cette manière de réfléchir, de faire des analyses, de faire l'amélioration. Et notre société est devant des grands challenges de toutes sortes. Donc, plus qu'on comprend un peu ce qui va mal dans les chaînes de valeur, plus c'est facile de détecter des nouveaux challenges, des nouveaux problèmes dans d'autres thèmes, dans d'autres domaines. Et normalement, les moyens pour les améliorer, c'est aussi un peu partout les mêmes. Donc, ça aide. Oui, tu parlais tout à l'heure du troisième pilier de changer l'environnement. Tu me disais, bah, tu parlais des poisons, donc tu parlais des pesticides entre autres, mais après je pense que tu voulais évoquer également l'eau, la qualité de l'air également. Il y a beaucoup d'autres poisons qui sont et comme poison aussi, il peut y avoir les ondes téléphoniques, radiophoniques, télévisuelles, enfin l'ensemble des ondes aussi qui peuvent perturber l'orientation de l'abeille. Et je pense qu'en termes de poison, oui, il y en a pas, et je pense qu'il y en a pas mal, oui. C'est pour ça que j'aime pas me fixer sur les pesticides, parce que là aussi, la recherche, la politique, notre société, c'est complètement focalisé sur les pesticides. Mais si, par exemple, on prend un échantillon de l'eau dans le lac Léman en Suisse, on trouve plus des résidus des médicaments que des pesticides. Alors ça, c'est juste un point. Tu viens de parler des rayons électromagnétiques. Là, il y a plusieurs études qui montrent que ça peut influencer. Mais là, on est un peu vers les problèmes, je veux dire vers les trucs qui influencent direct. Mais il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des éléments essentiels, des micronutriments, des macronutriments qui manquent aux abeilles? Parce que c'est un thème qu'on connaît dans la médecine orthomoléculaire au niveau de la médecine humaine. Qui commencent dans des sols qui sont appauvris et qui devraient aussi toucher les abeilles.
Et là, on parle des choses, des hypothèses, si on veut, qui sont très importantes, qui peuvent être très grands, où pratiquement personne fait de la recherche. Donc, il nous manque de données, des données scientifiques. C'est juste des hypothèses. Est-ce que, enfin, je pense que la réponse est oui, mais l'abeille est, enfin, électrosensible. C'est un thème qui est très difficile parce que il y a plein d'études qui ont déjà été faites et moi, la plupart de ces études que je regarde, elles sont déjà mal faites. J'ai suivi des études au niveau de la médecine humaine, aussi au niveau des insectes. À mon avis, c'est pas bon, mais à mon avis, c'est pas notre premier problème principal. C'est difficile à dire ça exactement au niveau scientifique. D'accord. Alors juste pour donner une comparaison, moi j'ai deux ruchers. J'ai un rucher qui se trouve sur un alpage en Suisse, qui est pratiquement hors de tout rayonnement électromagnétique. Certains problèmes avec les abeilles, je les ai exactement la même chose comme dans mon autre rucher. Normalement, en alpage, je devrais avoir moins de poisons, en tout cas moins de pesticides, aussi moins des rayons électromagnétiques, mais j'ai quand même certains problèmes. Ce qui va beaucoup mieux en alpage, c'est tout ce qui est nourriture, tout ce qui est biodiversité florale, parce qu'en alpage, j'ai plus ou moins euh, de nectar du printemps en automne, ce qui est plus du tout le cas dans les plaines. Donc tu as 2 ruchers, avec combien de ruches en tout? Ouais, ça dépend un peu de l'année à l'année et de saison en saison. Normalement, c'est par rucher, c'est entre 6 et 12 ruches. Moi, je traite pas du tout depuis plein d'années maintenant. Donc forcément, j'ai certaines pertes, ça, c'est clair. Mais comme je fais l'apiculture, j'ai aussi plein d'essaims. Donc, ça se renouvelle aussi à quelque part. Et voilà, c'est pour ça, je peux pas dire combien de ruches exactement en moyenne, c'est un peu plus difficile. Mmh, bien sûr. Et donc tu as choisi plutôt le format des ruchetrons? J'essaie de tester un peu tout. Je suis assez curieux de comprendre un maximum sur les abeilles et comment elles vivent. Donc, j'ai même aussi des ruches conventionnelles parce que je veux justement faire la comparaison. Je veux comprendre ce que un apiculteur ou une apicultrice, ce qu'ils vivent, pourquoi elles font ces analyses qui sont différentes qu'aux miens. Alors, j'essaie de pratiquer un peu tout. Mais je produis pas du miel ou juste un tout petit peu pour ma propre réserve. Mais ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps. Ça m'intéresse pas assez de commencer à produire. Mais je veux quand même produire un tout petit peu pour comprendre l'artisanat, si on veut. Je comprends les processus et faire justement la comparaison, comment ces abeilles vivent dans les ruches conventionnelles sous des conditions de l'apiculture. Et là, j'ai testé les ruches suisses, j'ai arrêté, ça m'intéresse pas assez. Ce que je fais toujours tourner, c'est des dadans. Je trouve que ça va assez bien pour faire un peu de miel pour moi. Mais même dans ces dadans, je traite pas. Le seul truc que je fais, si vraiment je veux produire du miel, ça c'est le retrait complet du couvain selon Dr Büchler de l'Allemagne. Donc j'enlève le couvain pour limiter un peu le nombre de varroa. Et c'est une méthode scientifiquement prouvée pendant plus que 10 ans, je crois. Et on peut faire autant de miel comme dans l'apiculture conventionnelle sans aucun traitement, sans des acides formiques, sans l'acide oxalique. Alors ça m'intéresse beaucoup de montrer un peu ces alternatives.
Et sinon, j'ai pratiquement tout. J'ai des ruchetrons, j'ai maintenant un arbre creusé, un arbre vivant sur l'alpage. J'ai des Swiss trees, de différentes sortes de Swiss trees. J'ai une Sunlife. J'ai testé une fois une Kenyan. Ça, j'ai de nouveau arrêté. Et bon, ma ruche principale avec laquelle j'ai commencé, c'était les ruches varées. Donc les premières années pour avoir un peu de pratique, j'ai beaucoup travaillé d'après l'enseignement de Émile Varé. Ça, c'est un peu mon premier maître, si on veut. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de la méthode pour traiter contre le varroa avec le fait d'éliminer le couvain? Oui, cette méthode qui m'intéresse assez, ça, c'est le retrait complet du couvain selon Dr. Ralf Büchler de Kirchhain en Allemagne. Et son concept qui a été écrit en allemand, on a pu le traduire, il nous a permis de le traduire, il est disponible au niveau français. Et on peut mettre le lien avec cette interview. Et je ne vais pas dire que cette méthode, c'est la solution, parce que de toute façon, la solution, elle n'existe plus. Mais c'est une très bonne alternative avec laquelle on peut produire du miel d'une manière un peu moins intensive, sans de la chimie. J'utilise ça pour la méthode qu'on appelle l'apiculture extensive. Et là, peut-être, il faudrait parler de notre méthodologie apicole qu'on a créée avec Fruit de Bise. Parce que moi, j'ai compris il y a quelques années qu'il nous manque des termes de comparer comment on travaille avec nos abeilles. Alors, si deux apiculteurs, ils parlent ensemble, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de terminologie pour comparer leur intensité. Alors, un, il dit chez des varets, l'autre, il dit chez des ruches suisses, le troisième, il dit chez des dardans. Et après, ils disent, oui, moi, je fais 20 kilos de miel par ruche, l'autre, il fait 18, et encore un autre fait 22. Mais ça me suffisait pas. Alors, j'ai commencé à créer une table où on a des différents méthodes d'apiculture. Ça commence à gauche par les abeilles qui vivent dans la nature, dans une cavité naturelle, et ça finit à droite par l'apiculture intensive. Et entre deux, il y a trois colonnes avec des différentes méthodes. Et ça fait aussi un peu, ça sort un peu de ma manière de penser comme ingénieur. J'essaie de structurer les problèmes un peu plus complexes et de clarifier ça déjà pour moi-même, quels sont les facteurs qui influencent l'intensité et qu'est-ce que ça pourrait dire au niveau de différentes méthodes. Et je crois le mot-clé maintenant de jouer avec ces méthodes, le mot-clé c'est la diversification. Il n'y a pas la bonne méthode, parce qu'en Suisse on parle de la bonne méthode apicole. Les conventionnels veulent nous dire qu'il y a une bonne méthode apicole, et tous les apiculteurs qui ne sont pas d'accord, qui ne respectent pas la bonne méthode apicole, sont des mauvais apiculteurs qui sont attaqués par le système. Et ça, c'est complètement faux. Ça, c'est un mensonge en soi de parler de la bonne méthode apicole. Alors, chez nous, on ne dit pas que produire du miel, c'est mauvais. Pas du tout. Il faut juste savoir qu'un apiculteur qui produit du miel de la bonne méthode apicole selon les conventionnels, c'est pas du tout l'ami de la nature, c'est pas du tout l'ami de l'abeille, c'est un producteur relativement intensif, comparable à un agriculteur qui a des vaches et qui produit du lait. Le terme qui était utilisé, c'est animal de rente que j'ai vu sur ton site. Ouais, exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres méthodes. Par exemple, on a besoin aussi de la méthode proche de la nature. Et avec l'apiculture proche de la nature, là, c'est plus possible de produire du miel parce que les abeilles ne produisent pas assez pour une récolte. C'est plutôt le contraire, c'est que les abeilles ont des problèmes de trouver assez de nectar et assez de miel
pour passer l'hiver. Donc, des fois ou souvent même, ils meurent de famine sans que je prends aucun gramme de miel. Alors, ça montre un peu la différence entre mourir de faim et entre un moyen de 20 kilos de récolte de miel. Ça, c'est justement l'intensité avec laquelle l'apiculteur il travaille. Et avec cette méthode proche de la nature, on peut très bien, par exemple, sécuriser la pollinisation. Alors c'est pour ça, il y a des différentes méthodes pour des différents résultats, si on veut. Ce qui est vraiment intéressant dans l'apiculture amateur, c'est que les amateurs peuvent se permettre, enfin, ils n'ont pas une logique de rentabilité. Pour certains cherchent du miel, d'autres simplement parce qu'ils ont un jardin, ils ont envie de polliniser leur jardin, c'est tout. Mais le miel, ils n'ont pas envie de s'en occuper. D'autres, c'est simplement parce que ils sont sensibles à certaines races d'abeilles qui correspondent à l'écotype de leur région ou de leur pays. Et j'aime bien cette logique parce que l'amateur a une logique totalement différente du professionnel. Le professionnel, c'est une rentabilité par ruche, ça va, il faut produire en fait parce que c'est son gagne-pain. L'amateur, son gagne-pain, c'est son travail qu'il a à côté, mais son apiculture, et ça peut être une apiculture d'observation ou d'autres, mais c'est pas une apiculture de rentabilité. Certains sont intéressés par le miel, mais pas au point d'en vivre. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'en Suisse, il y a très peu de professionnels. Pratiquement toute l'apiculture est faite par des amateurs. Et ils disent tous que c'est leur hobby. Et normalement, on met de l'argent dans un hobby. Mais dans l'apiculture, tout est différent. Cet hobby doit payer quelque chose ou doit au moins pas coûter. Donc, c'est rigolo comment on voit les choses. Et l'apiculteur, il se voit comme ami de la nature, il se voit comme ami de l'abeille. Mais moi, je trouve avec notre méthodologie qu'il travaille relativement intensif avec les abeilles. Et maintenant, il dit, je fais un hobby, je veux faire quelque chose pour la nature, mais ce qu'il fait, c'est un travail intensif avec ses animaux. Et en même temps, il gagne rien parce qu'il met tellement de travail dans ses abeilles et le miel, il est tellement bon marché qu'il gagne même pas. Il peut même pas vivre de ça. Donc c'est tordu à quelque part. C'est beaucoup dans les émotions, c'est beaucoup dans la subjectivité. C'est illogique. On gère très mal hein, cette domaine d'apiculture. Et en plus, c'est quelque chose que notre société devrait gérer beaucoup mieux. C'est important pour la société. C'est une sorte de pilier de notre nature, de notre production, production de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on a sur la table. Donc, on devrait gérer ça beaucoup mieux au niveau de notre société. Et maintenant, si je m'adresse à toi en tant qu'apiculteur, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui veulent commencer l'apiculture? Ben, normalement, c'est très important de savoir qu'est-ce que ces personnes veulent vraiment. Parce que normalement, la plupart des apiculteurs et des apicultrices, ils ont un ami ou un père ou un grand-père ou n'importe qui. Et ils ont déjà une idée de ce que c'est l'apiculture et normalement, ils essaient de copier. Donc, ce que moi j'ai presque fait en 2007, j'ai presque acheté une ruche suisse et un extracteur parce que ça c'était mon image sur les abeilles. Mais moi je pense que c'est faux parce qu'il faut d'abord réfléchir. Avant qu'on attaque quelque chose, avant qu'on bouge, on devrait réfléchir dans quel sens on veut bouger. Alors, moi, je conseille à tous les apiculteurs qui commencent de d'abord réfléchir. Est-ce qu'ils veulent protéger la nature? Est-ce qu'ils veulent polliniser leurs arbres fruitiers, leurs jardins? Est-ce qu'ils veulent produire des essaims et des abeilles? Est-ce qu'ils veulent faire du miel? Tout ça, c'est complètement différent. Et dans nos cours, on a créé tout un tableau pour montrer qu'on a aussi certains devoirs devant la nature, devant cet animal. On doit aussi sécuriser
L'évolution naturelle doit aussi sécuriser une bonne santé chez les abeilles. Ça passe forcément à travers son habitat naturel, ça passe à travers d'utiliser moins de chimie, de pas les traiter, de surtout pas les nourrir au sucre, tout ça. Donc là, c'est des obligations. Et si une fois on est clair qu'est-ce qu'on veut et jusqu'où on est d'accord d'aller, parce que par exemple, si je laisse aller la nature à 100%, j'ai énormément de pertes. Je vais perdre beaucoup d'abeilles. Est-ce que je suis d'accord à perdre ces abeilles ou est-ce que j'ai pitié envers ces abeilles? Alors c'est quelque chose de très personnel. Et là encore, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas des bons apiculteurs et des mauvais. Il n'y a pas une bonne méthode et une mauvaise méthode. C'est quelque chose, je laisse la liberté à 100% à ces apiculteurs de définir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Et après, on choisit la méthodologie et seulement après, on choisit la bonne ruche. Donc, mon approche est plus ou moins 180 degrés différent que l'approche conventionnelle. D'accord. Et en termes de livres, qu'est-ce que tu conseilles généralement à ceux qui veulent commencer l'apiculture? Des livres un peu de référence pour toi? Ben, de toute façon, il y a plein de livres très intéressants, mais je crois qu'il y a aussi certains livres qui sont complexes. Il y a aussi plein d'études qui sont intéressantes, mais il faut déjà savoir de lire des études scientifiques. Mais un livre que je conseille à n'importe quelle apicultrice, n'importe quel apiculteur, c'est toujours le livre d'Émile Varret. C'est un joli bouquin qu'on peut télécharger gratuitement en PDF sur le réseau, sur l'Internet. Et Varret, dans les années, je crois, 1920, 30, là autour, il a dû écrire son livre, créer son apiculture, apiculture pour tous. À mon avis, tout ce qu'il a été tout ce qu'il a cherché lui, tout ce qu'il a décrit, tout ce qu'il a créé, c'est très très valable jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est une bonne approche pour avoir une idée comment garder cet animal. Et après, c'est clair, depuis les années 1920, 1930 en France, aujourd'hui, 2022 en Suisse, certaines données ont changé un peu. Varret, il ne connaissait pas encore les varrois. La floraison, la biodiversité florale était certainement mieux. C'est forcément le cas quand on lit quel était son succès et qu'est-ce qui est possible aujourd'hui. Et c'est pour ça, là, on a écrit des papiers, des documents, on a fait des supports de cours pour expliquer un peu les différences, qu'est-ce qu'il faut changer depuis Varret pour avoir du succès avec tout ça. Moi, je pense que c'est une bonne base. Ouais, je vois que oui, sur ton site Friedebise, il y a pas mal de bulletins. Le blog est très fourni, avec 17, en tout, il y a 17 pages, avec un peu enfin, un regard différent, oui, sur l'apiculture, avec des interviews. Ouais. Alors aussi, nos supports de cours, tout le monde peut les télécharger parce qu'on est une organisation but non lucratif. Bien sûr, ça fait plaisir pour toutes les personnes qui veulent venir au cours chez nous. Les cours sont en français et en allemand normalement. Et les supports de cours sont aussi disponibles dans les deux langues. Donc, chacun et chacune peut télécharger et lire. Et nous, on est aussi ouvert à toute question. Donc, voilà, qui c'est qui veut peut entrer en contact avec nous. Ça fait plaisir si on a comment dire, dans l'association des nouveaux membres. Mais c'est pas forcément nécessaire. Normalement, je réponds à tout. N'importe quel email qui vient chez moi a droit à une réponse. Excellent. Et t'arrives à faire ça à côté de ton travail? J'arrive, mais il faut aussi dire que je travaille beaucoup. Je travaille plus ou moins jour et nuit, les week-ends, dans les vacances.
mais en même temps, c'est pas exactement le même travail professionnel ce que je fais avec Free the Bees. Ça donne quand même une sorte d'équilibre. Et moi, ça me fait plaisir. J'ai assez d'énergie pour travailler comme ça. Et de temps en temps, je me permets de me calmer un peu et me ressourcer. Mais généralement, je supporte assez beaucoup. Le site internet est vraiment très fourni en termes de photos, en termes d'articles, en termes de cours. Et en plus, le fait de faire du plusieurs langues, enfin, en allemand, français et anglais. On essaie, c'est pas parfait, loin de ça. Et on est en train de changer tout le site parce qu'on pense qu'on peut encore beaucoup mieux le faire. Mais voilà, c'est des travaux énormes parce que dans 3 langues, sur des centaines de pages, il nous faut beaucoup de ressources, il nous faut aussi pas mal d'argent. Voilà, on fait comme on peut et finalement c'est la société qui nous donne le pouvoir. Nous on a fait l'analyse, on a les projets, on sait comment attaquer ce thème, mais à quelle vitesse et avec quelle force on le fait, ça c'est la société qui nous donne le pouvoir. Et comme on sait tous, sans argent aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui marche. Forcément, si on veut faire un impact en grand, il faut absolument qu'on est puissant aujourd'hui. Et à ce jour, combien de membres compte, enfin, combien d'adhérents compte Free the Bees? Je sais pas exactement, je crois qu'on a dépassé en bien les 200, ce qui est peut-être grand, peut-être pas, ça dépend. Je crois on a un potentiel beaucoup plus grand, mais ces dernières années, on n'a pas mis l'accent à chercher des membres. Ces 200, voire plus, qui sont venus. Ils sont venus comme ça, sans qu'on les a cherchés. Ça fait plaisir. Mais il y a d'autres associations en Suisse, comme par exemple les oiseaux, BirdLife Schweiz, je sais pas exactement le nom, désolé, avec, je crois, 67 000 membres. Donc, je pense que c'est des grandeurs qu'on pourrait aussi atteindre. Mais ce qui est plus important pour l'instant, c'est un peu le cœur des gens qui travaillent activement. Le comité scientifique? Comité scientifique aussi, mais plutôt un peu pour sécuriser la qualité. Mais ceux qui travaillent activement, il y a pas mal qui mettent plein d'heures bénévoles dans l'organisation, mais il y a aussi de plus en plus des mandataires, par exemple des guides de projet qui travaillent d'un pourcentage qui est juste pas plus possible au niveau bénévole, ou bien la communication, et ça c'est presque plus important maintenant. Donc c'est aussi le budget annuel qui décide beaucoup quelle sorte de projet on peut faire, à quelle grandeur. Et peut-être là, ça vaut aussi la peine de parler un peu au projet, parce qu'on a pour l'instant plusieurs projets qui sont assez intéressants. Le projet principal, si on veut, c'est la sensibilisation des apiculteurs et de la société. Là, on demande des financements justement pour donner des cours, pour faire des concepts, pour tout ce qui est communication, parce que pour sensibiliser, il faut beaucoup communiquer, et communiquer, ouais, c'est pas facile, ça coûte aussi. Mais après, on a 2 projets principaux. Un, ça c'est ce qu'on appelle Swiss Bee Mapping. Ça c'est où on fait le monitoring de 189 colonies d'abeilles dans la nature. J'ai vu, oui. Ça c'est important parce que on va prouver que ces abeilles elles vivent encore dans la nature, parce que les autorités ont tendance à dire qu'elles n'existent plus dans la nature, qu'elle ne peut pas survivre, même pas en hiver, ce qui est clairement faux. Alors, on fait un projet scientifique, Citizen Science, pour faire le monitoring de ces colonies d'abeilles. Et après, on a le projet de cavités des arbres. On crée plus que 300 cavités d'arbres d'ici 3 ans.
Donc, c'est un grand projet parce qu'une cavité d'arbre, ça donne plus ou moins 2 jours de travail. Alors 300 cavités, tu peux voir ça donne vite des énormes montants d'or et forcément aussi de l'argent. Et après, on a un joli projet avec des chiens renifleurs que notre président dirige, André Dunant. Parce que les apiculteurs et les autorités vétérinaires, ils ont assez peur des maladies, de la propagation des maladies. Là, on parle surtout de la loque. Et dans les cavités d'arbres, dans les cavités naturelles ou aussi dans n'importe quel ruche-tronc, c'est assez difficile de faire un contrôle de la ponte. C'est pour ça on forme pour l'instant 3 chiens qui sont capables à détecter la loque à travers juste leur nez. C'est comme les stupéfiants, les explosifs. Là, ils doivent détecter la loque. Alors, c'est un joli projet aussi. C'est impressionnant comme projet. Ouais, c'est aussi un projet assez difficile parce que c'est quelque chose qui n'a encore pas été fait comme nous on le fait. Il y a 1 ou 2 projets qui courent à moitié, un projet Nouvelle-Zélande. Mais voilà, c'est des trucs assez nouveaux, innovatrices, avec plein d'incertitudes autour. Donc ça nous préoccupe déjà depuis 2-3 ans. On n'a encore pas arrivé à tous les buts qu'on voulait arriver. Mais voilà, c'est comme ça dans ces projets. Et on est sûr que ces chiens peuvent le faire. On a déjà prouvé qu'ils peuvent détecter la loque. Mais jusqu'à ce que c'est quelque chose qui est accepté par les vétérinaires. Est-ce que tu voudrais partager autre chose ou... Ouais, moi j'ai juste toujours cette image de la colonie d'abeilles qui est pour moi absolument fascinante parce que qu'est-ce qui est fascinant dans une colonie d'abeilles? Un individu ne peut pas vraiment vivre tout seul. Donc, si c'est une ouvrière ou si c'est un faux bourdon, ça meurt assez vite. Un faux bourdon peut même pas se nourrir tout seul. Mais toute la colonie est capable de prendre des décisions énormément complexes et intelligentes. Elle est capable de vivre sans jamais mourir, elle toujours se rajeunir, donc complètement différent. Et ça, c'est uniquement possible si chaque individu remet un peu son ego de côté et met sa force et son énergie dans le peuple. Et moi, je pense, nous, comme humains, je crois qu'on a énormément à apprendre par ces abeilles parce qu'ils nous montrent un modèle complexe, intéressant. Ils nous montrent comment mettre un peu de côté notre ego, de mettre notre force dans le peuple et de construire quelque chose ensemble. Alors ça, pour moi, c'est une très jolie image que je voudrais donner à toutes les humains, de réfléchir un peu comment on peut régler nos challenges, parce que tous nos challenges qu'on a devant nous sont réglables si on se met ensemble. Si chacun veut juste montrer son ego comme il est le plus fort, on va rien régler de toute façon. Oui, absolument. Merci beaucoup André. Oui, merci pour l'invitation, merci pour la possibilité de faire cette interview avec toi. C'est un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie André d'avoir expliqué son histoire, ce qui l'anime en tant qu'homme, en tant qu'apiculteur et en tant que directeur de Free the Bees. Je vous invite à regarder le site de son association pour mieux la connaître, allez vous former auprès d'eux et devenir adhérent. Encore désolé pour la qualité audio, je serai plus vigilant pour les prochains épisodes. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le noter sur votre plateforme préférée, que cela soit sur Spotify, Apple Podcast ou votre application Android. Je vous serai également très reconnaissant si vous en parlez autour de vous, afin de le faire connaître. Si l'apiculture vous intéresse parce que vous souhaitez observer les abeilles, récolter du miel ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremieresruches.com pour recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous aidera à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume@mespremieresruches.com, je réponds à tous les emails.
On se retrouve au prochain épisode et cette fois-ci, j'échangerai avec un autre Guillaume en tant qu'invité. À bientôt.